Bien, je vais commencer. Ça fera asseoir les collègues et les gens. Merci beaucoup. Donc, nous avons l'honneur et le plaisir d'accueillir pour cette seconde conférence Madame Nathalie Denoblé du Coudray. Je vais vous présenter rapidement et puis vous le ferez encore mieux que moi, je l'espère, lors de votre conférence. Vous êtes bioclimatologue, vous êtes directrice de recherche au CEA, vous avez la responsabilité d'une équipe travaillant sur les sciences du climat et de l'environnement, vous êtes membre du GIEC, vous êtes membre de l'Académie d'agriculture, et puis alors je ne cite pas tout, de nombreux autres groupes scientifiques ou de réflexion. Vous avez dirigé également de nombreux projets, travaux de thèse sur le lien entre couvert végétal et le climat, passé, actuel ou futur. Et vous allez intervenir, vous avez, voilà, comme l'indique votre première slide de conférence, aujourd'hui en nous présentant les interactions entre le changement climatique et les changements d'usage des terres. Je vous remercie encore pour votre présence et votre disponibilité. Je vous laisse la parole. Merci beaucoup, bonjour. Donc, je suis ravie de prendre la parole après une si belle introduction qui a déjà bien posé le cadre. Donc moi, je vais surtout vous parler des interactions entre le changement climatique et les terres émergées, et aussi terminer sur est-ce que les terres émergées sont une solution face au changement climatique. Ça a été un petit peu abordé et je l'aborderai un petit peu différemment. Et je voulais aussi vous dire que tout ce que je présente aujourd'hui est basé sur les travaux du GIEC, du groupe intergouvernemental d'experts sur le changement climatique, et qui a rendu son 6e exercice, qui est composé de 6 rapports. Et je vous encourage vivement à lire non pas les rapports qui font plus de 3 à 4 000 pages chacun, mais plutôt les résumés pour décideurs, qui sont un condensé en 15 à 30 ou 40 pages. Et vraiment, ça vous apprendra énormément. Alors, je vais décomposer mon exposé en 3 étapes. La première chose, c'est le changement climatique. Qu'est-ce qu'on sait et surtout comment on sait que c'est la faute de l'homme ? Ensuite, le rôle des terres émergées dans cette évolution du climat. Quelle pression ces terres reçoivent et comment est-ce qu'elles contribuent au changement climatique. Ça, ce sont des choses qui sont importantes aussi, et pas simplement à travers les gaz à effet de serre. Et je terminerai sur mieux gérer les terres. Est-ce une solution pour le changement climatique ? Alors, on vous a parlé du CO2, on vous a parlé du méthane, on vous a parlé du N2O. Ce qu'on ne vous a pas dit, c'est qu'en fait, au cours du dernier million d'années, le CO2 a fluctué avec une périodicité de 100 000 ans entre 180 et 280 parties par million, qui sont ces cycles naturels et qui composent les cycles glaciaires-interglaciaires. Et qu'au cours des 2000 dernières années, il est resté stable à environ 280 parties par million, qu'aujourd'hui nous sommes à 412 parties par million, voire un peu plus, et que la Terre n'a connu ce niveau de CO2 qu'il y a 3 à 5 millions d'années, c'est-à-dire au moment du Pliocène. Voilà, donc ça déjà, ça vous pose le cadre qu'on est hors les clous, en tout cas depuis l'histoire de l'humanité. Le méthane et le N2O ont cette augmentation en crosse de hockey, c'est ce qu'on appelle ça comme ça, qui vous montre effectivement depuis l'industrialisation cette montée en puissance. Alors évidemment, conjointement, vous avez à droite l'évolution de la température. Ce qu'il faut savoir, c'est que normalement, si nous suivions le cycle naturel des climats de la Terre, nous serions en train de nous refroidir depuis 6000 ans, avec une entrée en glaciation qui devrait nous attendre dans 60 000 ans. Mais voilà, nous avons transformé le cycle naturel du climat de notre Terre et nous n'entrerons pas dans la prochaine glaciation. Ça peut être une bonne nouvelle pour certains, mais dans 60 000 ans, on ne sera plus là. Mais quand même, on a changé. C'est pour ça que vous entendez aussi parler parfois d'anthropocène. L'anthropocène parce que l'homme a eu la force de changer un temps géologique qui est le cycle naturel de nos climats. J'ai cassé un peu plus l'ambiance que tu l'as fait tout à l'heure, c'est ça? Okay. Alors, pourquoi est-ce que les gaz à effet de serre affectent notre climat? Si vous regardez à gauche, un climat stable. Le climat n'est jamais stable, mais un cycle glaciaire-interglaciaire, c'est 100 000 ans. D'accord, une période chaude, la dernière qu'on appelle l'Holocène, c'est plusieurs milliers d'années avec un climat relativement stable, qui a d'ailleurs permis l'installation de l'homme et la sédentarisation de l'homme. Dans un climat à peu près stable, il y a autant d'énergie qui rentre qu'il y a d'énergie qui sort. Principe physique de base. Alors, l'énergie qui rentre, c'est l'énergie solaire, et l'énergie qui sort, c'est l'énergie infrarouge ou thermique, qui est liée au fait que la planète a une température et donc qu'elle émet dans l'infrarouge.
quand on a des gaz à effet de serre ou quand on déstabilise la concentration en gaz à effet de serre dans notre atmosphère, que se passe-t-il? Eh bien, cette énergie infrarouge qui est réémise, au lieu d'être réémise vers l'espace, une partie est piégée par ces gaz à effet de serre qui renvoient cette énergie vers la surface et donc contribue au réchauffement. Donc on est sur une planète en déséquilibre qui a donc tendance à se réchauffer par le piégeage de cette énergie. Donc c'est juste le principe qui se passe aujourd'hui. Pardon. Alors on a parlé des variations de température, on a dit qu'on était à 1,1 degré Celsius à peu près. Cette courbe vous montre depuis 1850 ce qu'on appelle les différences de température. On raisonne toujours climatiquement en anomalies de température. On fait la différence entre des moyennes de 30 ans, puisqu'un climat, c'est à peu près une moyenne sur 30 ans. Donc, dans le début des années 1850-1880, et on regarde l'évolution de l'anomalie de température. La courbe noire, c'est le globe, mais la courbe grise, ce sont les terres émergées. Et on a dit tout à l'heure, la température de la France a augmenté plus fort. En fait, on est à 1,8 degré de réchauffement en France aujourd'hui pour 1,1 à l'échelle planétaire. Et en fait, de manière générale, les terres émergées, pour toutes sortes de bonnes raisons qu'on pourrait discuter, mais c'est un cours à part entière, les terres émergées se réchauffent plus que le globe. Il y a des rétroactions qui font que le réchauffement est amplifié sur les terres. Donc quand on a 1 degré à l'échelle du globe, on est à 1,7 à peu près sur les terres. Quand on sera à 1,6, on sera pas loin de 3 degrés sur les terres émergées. Et c'est important parce que c'est ces températures-là que nos cultures subissent et que nos animaux d'élevage subissent et que nous subissons. Alors le changement climatique, il est très inégal. Il est très inhomogène. Il est inhomogène dans l'espace. Donc je vous ai dit que les terres se réchauffaient plus vite que le globe. Ce que vous montre cette carte, c'est pour 1 degré de réchauffement planétaire, quel est le réchauffement en chaque point du globe. Donc quand vous êtes dans le rouge foncé, vous n'êtes pas loin de 2, donc 2 fois plus fort ou supérieur à 2. Donc vous voyez évidemment que les océans se réchauffent moins que les continents, mais vous voyez aussi sur les continents un gradient de l'équateur vers les pôles. Les pôles se réchauffent plus. Il y a certains endroits dans les pôles qui sont à plus de 5 degrés de réchauffement par rapport à la fin du 19e siècle. D'accord? Et ça, c'est parce qu'il y a la fonte de la glace, la fonte de la neige. Donc on a des effets amplificateurs par la fonte des zones cryosphériques qui amplifient le réchauffement dans ces régions-là. Donc on a cette inégalité dans l'espace. On a une inégalité dans le temps. Moi, j'aime bien montrer cette figure parce qu'elle vous dit quelle a été la saison de plus fort réchauffement depuis, en gros, le début du XXe siècle. Et si vous vous concentrez sur la France, vous voyez 3 couleurs. Le vert dans la zone méditerranéenne, qui vous dit que c'était l'été qui s'est le plus réchauffé au cours de ce dernier siècle dans cette région-là. La zone centrale en France qui est en jaune, qui vous dit que c'est l'hiver qui a été la saison de plus fort réchauffement, et la zone tout au nord de la France qui est en bleu, qui vous dit que ça a été le printemps qui a été la période de plus fort réchauffement. C'est important pour les plantes, c'est important pour la croissance de notre agriculture. Donc en fait, il y a cette inégalité dans le temps. L'inégalité dans le temps, elle est encore plus forte. Pourquoi? Parce qu'on a nos événements extrêmes. 2022, c'est une année emblématique pour un climatologue. Ça vous dit tout ce qu'on va se prendre sur la figure dans les années à venir. C'est exactement ce qu'on a prédit depuis 30 ans. Alors pas aussi précisément, bien sûr, mais c'est ce qu'on répète depuis 1991 à peu près. Premier rapport du GIEC. Donc cette figure-là vous montre sous forme d'hexagone un découpage de la planète. Donc j'espère que vous avez reconnu à gauche les Amériques, à droite l'Afrique et l'Europe. Et en fait, c'est une analyse des événements extrêmes passés et de leur attribution au changement climatique. Donc quand vous êtes dans le rouge, ça veut dire que toutes ces régions rouges ont connu une augmentation des extrêmes de chaleur et notamment des canicules. Vous voyez pratiquement que toutes les régions du globe sont rouges, d'accord, à l'exception des États-Unis, au centre et à l'est, où là il y a eu l'usage des sols qui a un peu contrecarré des effets du changement climatique et qui fait qu'on a connu un peu moins de canicules. Et puis tout à la pointe sud de l'Amérique et puis en Centrafrique où on n'a pas vraiment de données, en fait, et donc on n'est pas capable de faire un diagnostic. Et puis les petits points que vous voyez, plus les petits points sont nombreux, parce que vous avez 3 petits points, c'est qu'on est capable d'attribuer un événement extrême totalement
aux activités de l'homme. Alors, l'attribution, elle est compliquée parce qu'un événement extrême, c'est un événement rare, par définition. Et pour faire une bonne stat, il faut beaucoup d'événements. D'accord? Donc, les mathématiciens, ils contournent les choses et maintenant, on commence à arriver à faire de l'attribution sans avoir vécu des événements. Mais, donc, c'est difficile de faire une attribution. En 2003, le climatologue s'interdisait de dire que 2003 était la conséquence du changement climatique. Mais on avait le droit de dire que 2003 était ce qu'on attendait avec le changement climatique. Il y a une nuance très très forte, parce que dans un sens, statistiquement, c'est faux, et dans l'autre, statistiquement, c'est juste. On est très pointilleux en climatologie, donc il y a des choses qu'on s'interdit de dire. On accepte que les autres le disent, mais pas nous. Et donc, vous voyez aussi que beaucoup de régions ont 2 à 3 points noirs. Donc, ça veut dire que pratiquement dans toutes ces régions-là, l'attribution de la canicule ou des événements extrêmes au changement climatique est vraiment fiable et qu'on l'attribue vraiment aux activités humaines. Alors, moi, j'aime bien aussi relier les choses avec les populations, en fait, avec l'endroit où se passent les choses. Parce que si vous avez un problème qui se passe, ou une canicule, ou un événement extrême dans un endroit où il n'y a personne, finalement, ça n'affecte personne. Alors, ça affecte l'écologie locale, bien sûr, mais ça n'affecte pas les êtres humains, donc on n'en parle pas dans la presse. Pendant la décennie 2006-2015, donc on était à un peu moins d'1 degré de réchauffement, hein, on se réchauffe à 0,2, 0,3 degrés par décennie. Dans cette période-là, 2006-2015, ce que vous voyez représenté en bas, c'est le nombre de populations en milliards d'individus qui étaient exposés à certains niveaux d'augmentation de température. Et vous voyez que vous avez quand même plus de pratiquement 2 milliards d'individus qui étaient déjà exposés à une température supérieure à 1,5 degré Celsius. Et vous avez quand même quelques centaines de milliers d'individus qui étaient déjà exposés à 2,5 à 3 degrés Celsius, notamment dans les zones boréales, en Alaska, etc., où ça pose des vrais problèmes. Donc c'est quand même pas, à l'échelle de la population humaine, c'est pas négligeable. Ce qui est compliqué, ce sont les pluies. Évidemment, en agriculture, les pluies, c'est super important. Alors, c'est compliqué parce que la température, ça monte partout, pratiquement partout dans le monde. Si on suit les lois de Clausius-Clapeyron, des lois de la physique, c'est ce que vous voyez dans le petit diagramme en haut à gauche, une température qui augmente, je mets plus de vapeur d'eau dans mon atmosphère et j'ai plus de précipitations. Donc normalement, on a plus de précipitations avec une augmentation de la température. C'est vrai à l'échelle du globe, c'est vrai à l'échelle des continents. Si vous faites la somme de l'augmentation des précipitations sur les terres en entier, sur toutes les terres émergées, il pleut plus aujourd'hui qu'il ne pleuvait au début du XXe siècle. Par contre, il pleut plus partout. Donc ça, c'est ce que vous montre cette figure. C'est comme tout à l'heure, comme pour la température, sur chaque point, vous avez le pourcentage d'augmentation de la précipitation par degré de réchauffement mondial. Et donc, vous voyez des grandes zones jaunes et marron, notamment la zone méditerranéenne, commence à être bien familiarisée avec ce genre de problème, sur lesquels il y a une diminution des précipitations qui est liée au changement climatique. Alors, on explique ça par des changements de circulation de l'atmosphère, et on sait parfaitement que c'est vraiment la réponse mécanique, physique et dynamique à l'augmentation de la température. Donc vous voyez que vous avez quand même des grandes zones en Amérique centrale. En Amérique du Sud, l'Amazonie, je vous montrerai tout à l'heure des cartes d'assèchement des sols. L'Amazonie va vers un assèchement important. L'Australie, c'est aussi une des raisons des feux que l'on a qui augmentent. L'Afrique du Sud. Et puis vous avez par contre, à contrario, dans les zones de mousson, mousson indienne, mousson africaine, qui sont des zones qui vont connaître beaucoup plus de pluie, avec peut-être des petits déplacements de structure, mais massivement plus de précipitations dans les zones de mousson, et puis les zones pas loin des pôles, enfin au niveau très nordique, qui vont aussi connaître des précipitations. Et dans les océans, il y a aussi des répartitions. Donc c'est vraiment important. C'est difficile pour nous, d'un point de vue local, de bien simuler l'évolution des précipitations, et c'est un vrai problème pour les impacts dans le monde agricole. Mais à l'échelle mondiale, on connaît quand même très bien les grandes répartitions des masses d'eau, et on sait quelles sont les régions qui vont s'assécher et les régions qui vont, en dominante, s'humidifier, et elles sont représentées sur cette carte. Alors, comment sait-on que c'est la faute de l'homme? Alors, pour ça, on revient sur toutes les raisons pour lesquelles le climat peut changer. La première raison, ce sont les cycles glaciaires interglaciaires
dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui sont liées à l'orbite terrestre autour du Soleil, qui a des variations liées aux paramètres astronomiques qu'on connaît parfaitement. On est capable de se projeter dans le futur et de reconstruire le passé. C'est 100 000 ans d'évolution. Là, on regarde 150 ans. Donc, on ne va pas s'y intéresser. Ce n'est pas ça qui nous a fait changer. Ce qu'il faut savoir, c'est que là, on vient de parler de 1,1 degré qu'on a pris en 150 ans. Un changement glaciaire-interglaciaire, c'est 5 degrés en 60 000 ans. Je ne vous raconte pas l'échelle de temps, vous voyez le raccourcissement. Et donc, pour nos espèces, bien sûr que la Terre a connu d'autres périodes plus chaudes, plus froides, mais jamais avec cette rapidité. Donc, l'adaptation du vivant à cette vitesse-là, c'est quelque chose d'extrêmement compliqué. Deuxième source de variabilité, la variabilité interne, naturelle du climat. D'accord ? Vous avez peut-être entendu parler de l'oscillation nord-atlantique, ou de l'oscillation multidécennale de l'Atlantique, qui sont des modes chauds ou froids de l'océan, des positions particulières de verrouillage des anticyclones et des dépressions, qui vont faire qu'on va avoir des vagues de froid, des vagues de chaud, qui vont durer plus ou moins longtemps. Aujourd'hui, on est dans une phase où l'Atlantique Nord, de manière climatologique, a une anomalie chaude. C'est un mode multidécennal. Donc, ça nous rajoute de réchauffement au réchauffement climatique pour la France. Le jour où on va basculer dans l'anomalie froide, on va perdre 0,2 degrés. On va croire que le réchauffement climatique s'est arrêté en France, ce qui sera faux. Mais ça existe. Donc ça, c'est une variabilité naturelle du système qui est liée au fait qu'on a deux fluides qui interagissent, l'atmosphère et l'océan, qui n'ont pas les mêmes constantes de temps, pas la même viscosité, pas la même dynamique. Et ça crée une forme de chaos, entre guillemets, plus ou moins organisé. C'est ce qu'on appelle la variabilité interne. Les activités volcaniques, ça c'était un des grandes questions aussi. Les activités volcaniques, ça peut vous refroidir l'atmosphère pendant quelques années de 0,1, 0,2 degrés Celsius. Pinatubo, c'était pas loin de 0,2 degrés Celsius à l'échelle de la planète, mais ça dure quelques années. Après, les poussières sédimentent, ça retombe sur les sols et on est reparti. D'accord ? Donc c'est des petites variations plus faibles que le 1 degré et qui ne durent pas longtemps. La chose adorée des climato-sceptiques, c'était l'activité solaire. Ah oui, c'est sûr que quand il y a des pics d'activité solaire, il fait 0,1 degré au maximum plus chaud sur la planète. C'est des cycles avec une périodicité de 10-11 ans. On sait les prendre en compte, on sait les étudier. Ce n'est pas du tout ça qui explique ce qui s'est passé pendant 150 ans. Et puis, tous les facteurs anthropiques qui ont été évoqués tout à l'heure par mes prédécesseurs. Alors, en fait, on met tout ça dans nos modèles de climat. Alors bien sûr, c'est que des modèles qui vous permettent de faire de l'attribution comme ça. Naturellement, on ne sait pas faire et on ne peut pas avoir une double planète et tester sur une deuxième planète. Donc en fait, on a des modèles mathématiques qui sont des modèles climatiques dans lesquels on injecte toute notre connaissance traduite en équations. Et dans ces modèles-là, on tourne des boutons et donc on essaye tous les facteurs que je vous ai cités tout à l'heure. Donc, je reviens juste sur le fait que la variabilité interne, nos modèles climatiques savent la reproduire. S'ils ne savaient pas la reproduire, on aurait un problème. Mais on est capable de reproduire la variabilité interne, pas aux mêmes années, pour des bonnes raisons, mais on est capable de produire la variabilité interne. Donc, vous regardez la courbe en vert, donc l'épaisseur verte. Ce sont toutes les causes naturelles. Si on ne met dans nos modèles climatiques que les causes naturelles, activité volcanique, activité solaire, variabilité naturelle bien sûr, et même l'orbite terrestre, mais ça ne joue pas sur cette durée-là, vous voyez qu'on n'aurait absolument pas changé la température de notre planète, on serait resté autour de zéro. On raisonne toujours en anomalie, là. On serait resté autour de zéro. Donc ce n'est pas ça qui explique. Vous regardez la courbe rose, la courbe noire, ce sont les observations. Vous regardez l'enveloppe rose, c'est la réponse uniquement aux gaz à effet de serre. CO2, méthane, N2O, essentiellement. Et là, vous voyez que c'est que du réchauffement, mais c'est du réchauffement qui est plus fort que la courbe noire. Et si vous regardez la courbe bleue, ce sont tous les autres polluants qu'on met dans notre atmosphère. Sulfatés, machin, etc. Donc, tous ces polluants-là, ils ont essentiellement un effet réflecteur. Ils augmentent l'albédo de la planète, donc ils renvoient un peu plus d'énergie solaire vers l'atmosphère et ils ont un effet refroidissant. Et donc, si vous combinez les deux, vous arrivez à la courbe grise qui enveloppe l'enveloppe grise qui est autour de la courbe noire. Et donc, en fait, il n'y a que
si nous mettons les facteurs anthropiques dans nos modèles de climat, que nous sommes capables de reconstruire l'évolution passée du climat. C'est la seule possibilité pour nous de reconstruire. Et c'est pour ça qu'on dit avec confiance, aujourd'hui le GIEC a écrit même que le rôle de l'homme est sans équivoque, que ce qui se passe aujourd'hui est vraiment le résultat de nos activités. Alors évidemment, quand vous regardez la pollution et les gaz à effet de serre, on a eu un effet rebond en France. Dès que les premières lois pour la pollution sont passées, tout d'un coup, pouf, le réchauffement s'est accéléré parce qu'on n'avait plus ces petites particules de pollution qui nous protégeaient un petit peu de l'ampleur du réchauffement climatique. C'est évidemment des choses qui sont... Donc plus on va aller vers une atmosphère propre et plus on va accélérer le réchauffement climatique. Alors, le changement climatique, les futurs possibles. Je vais aller assez vite là-dessus, mais je voulais juste vous rappeler que quand on parle de projection climatique, on ne parle pas que de climatologues, en fait. Les climatologues, ils arrivent à la fin, mais vraiment en bout de course. Il faut d'abord imaginer les futurs possibles de la société. Donc, on va faire travailler des démographes, des sociologues, des économistes, des ingénieurs, des gens qui sont des spécialistes de politique publique et qui vont essayer de dessiner les trajectoires de la société de demain. Quelle société nous voulons? Comment allons-nous vivre? Quels seront nos choix démographiques, nos choix de société? Qu'allons-nous manger? Voilà, essayer d'imaginer un peu notre monde de demain. Et à partir de ces imaginaires, plus ou moins farfelus, on va en déduire des trajectoires d'évolution des émissions de polluants, de gaz à effet de serre, des trajectoires aussi d'utilisation de nos sols, et donc de surface de forêt, de surface en agriculture, de surface en prairie. Et ce n'est qu'une fois qu'on a tous ces scénarios-là que nous, les climatologues, intervenons et que nous travaillons, nous faisons tourner nos modèles et nous nous projetons dans le futur. Donc c'est important quand vous prenez un scénario futur de changement climatique, il n'est pas produit que par, bien sûr, vous allez voir le bout de la chaîne, c'est-à-dire les changements de température, précipitation, humidité de l'air, vent, etc., dont vous avez besoin. Mais avant, il y a toute une chaîne de process qui a fait travailler énormément de cerveaux et énormément de disciplines différentes. Et c'est important parce que la science du climat, ce n'est pas qu'une science de climatologue, ça va bien au-delà de ça. Alors ça, c'est un exemple, ça vous montre entre 1980 et 2100 d'émissions à partir d'émissions fossiles, donc de trajectoires d'émissions fossiles. Et une ligne, c'est un scénario. Donc là, je ne sais pas combien de centaines de scénarios il y a eu, mais ce sont des scénarios qui ont été imaginés. Après, le climatologue ne peut pas tester tous ces scénarios dans un modèle de climat, parce qu'un modèle de climat, c'est les supercalculateurs, c'est un temps de calcul énorme, c'est des données stockées qui sont monstrueuses, et donc on n'a pas ni la capacité informatique, ni de stockage, ni d'énergie, ni la capacité de traiter aussi tout simplement toutes ces données qui sortent. Donc on ne peut pas tout tester, donc vous voyez des lignes plus épaisses qui sont des trajectoires types dont on s'empare et que l'on va tester dans nos différents modèles. Et après, ces trajectoires types, vous les traduisez en température, vous avez peut-être déjà vu ça, qui vous montre deux trajectoires. Une trajectoire en rouge, qui est une trajectoire extrême si jamais nous ne faisons rien, mais qui est déjà maintenant irréaliste, puisque partout des choix ont déjà été faits. Et puis une trajectoire bleue, qui est la trajectoire un peu des accords de Paris. Et donc, ça nous permet de regarder le futur. Alors, ce qui est important pour vous, je pense, c'est qu'en fait, quel que soit le scénario, quel que soit ce qu'on décide de faire aujourd'hui, en gros, dans les 20 prochaines années, elles sont quelque part déjà un peu écrites en termes de climat. Parce que ce qui va se passer pendant 20 ans va surtout affecter ce qui va se passer au-delà de 20. Ce qu'on va faire comme changement d'émission dans les 20 prochaines années, nous, on ne va pas en voir la manifestation tout de suite. Donc, quels que soient les choix de scénario qu'on fait, les 20 prochaines années, il faut s'attendre à du 2022 un peu répété quelque part. Hein, c'est ça le message. Alors, je vous parlais de l'évolution de l'humidité des sols. Vous raisonnez en scénario, mais moi, j'aime bien raisonner aussi en niveau de réchauffement, parce que c'est une autre façon de voir les choses. Donc là, vous voyez à 1,5 degré de réchauffement, 2 degrés, 4 degrés. C'est une évolution de l'humidité des sols en moyenne. Donc là, il faut juste regarder les gros patterns. Hein. Quand on est dans le jaune et le marron, on s'assèche, les sols s'assèchent. Et quand on est dans le vert bleu, les sols s'humidifient.
Donc vous voyez qu'on suit bien sûr les patterns de précipitation que je vous ai montré tout à l'heure. Vous voyez, vous voyez que la Méditerranée, elle va s'assécher et s'assécher. Donc chaque réchauffement, chaque demi-degré supplémentaire va entraîner un assèchement encore plus massif de ces régions-là. Et vous voyez en France, par exemple, que la diffusion de l'assèchement, ça diffuse vers le nord. Plus on augmente, plus l'assèchement des sols remonte vraiment sérieusement vers le nord. On a vu cette année qu'on a vécu des choses un peu extrêmes. En Lorraine, ils subissent des sécheresses répétées qui mettent à mal la forêt depuis pas mal d'années aussi. Donc on a vraiment des risques importants pour nos sols et donc pour ce qu'on va y faire pousser. J'aime bien aussi regarder cette figure pour les événements extrêmes parce que c'est difficile de savoir ce que ça veut dire en fait. Enfin, on le vit, mais là on regarde des événements d'extrême de chaud qui n'ont lieu par exemple qu'une fois tous les 10 ans en l'absence d'influence humaine. Parce que 2022, ce qui a pu être démontré, c'est que 2022, à la fin du 19e siècle, aurait été impossible. C'est un extrême que dans le climat de la fin du 19e siècle, était un extrême qui aurait été impossible, improbable, statistiquement. D'accord ? Donc en fait, si on prend un événement qui n'a lieu qu'une fois tous les 10 ans en l'absence d'influence humaine, vous voyez qu'aujourd'hui, à peu près 1 degré de réchauffement, il va se produire 2 à 3 fois tous les 10 ans. Et non seulement il va se produire un peu plus fréquemment, mais il sera 1,2 degré plus chaud. Si on atteint 2 degrés de réchauffement, il va se produire pratiquement 6 fois tous les 10 ans. 2003, 6 fois en 10 ans. Et il sera 2,6 degrés plus chaud. Donc il y a une augmentation en fréquence, mais il y a aussi une augmentation en intensité. Et ce sont ces deux choses-là qu'il faut considérer. Et si on revient sur les sociétés humaines, j'aime bien terminer toujours par les sociétés humaines, là je vous présente le temps pendant lequel un homme dans un point du globe va passer au-dessus d'un seuil considéré comme dangereux, seuil thermique considéré comme dangereux. C'est une combinaison de température et d'humidité. Vous voyez que déjà à 1,5 degré de réchauffement en Amérique du Sud, eh bien c'est entre 3 et 6 mois par an de vie dans des conditions de souffrance thermique. Et évidemment, plus on se réchauffe, plus ça s'aggrave. Et si on atteint un jour 4 degrés, ce que je ne nous souhaite pas, vous voyez que pour certaines régions, c'est plus de 6 mois par an. Donc en fait, on se retrouve dans des régions qui peuvent devenir, notamment dans les zones équatoriales, des régions qui pourraient devenir inhabitables. Et non seulement elles sont inhabitables, mais en plus, quand on réfléchit à l'évolution de l'écologie, aujourd'hui, quand on est en France, quand je parle à des acteurs, par exemple chez Terrinovia ou Arvalis, je leur parle en termes d'analogue climatique. Et en fait, si vous cultivez aujourd'hui à Angers, vous pouvez aller voir quelque part dans le sud une région qui a aujourd'hui le climat que vous aurez ici demain, et vous pouvez imaginer ce que vous allez pouvoir faire chez vous demain. Parce que vous pouvez voir, vous avez un exemple, dans plein de régions équatoriales, il n'y a aucun analogue climatique sur Terre aujourd'hui, aucun. Donc on va se retrouver dans un monde de climat, dans ces régions-là, sur lequel on est incapable de se projeter puisqu'on ne sait même pas à quoi il va ressembler. Donc on ne sait même pas comment les écosystèmes vont évoluer, dans quel sens, puisqu'on n'a pas d'exemple, on n'a rien qui nous permet de nous comparer. Et ça, pour moi, c'est quelque chose qui est absolument inimaginable, et je trouve que c'est ça qui est vraiment effrayant en fait. Alors, sur cette première partie, qu'est-ce que je retiens? Donc l'évolution récente du climat, elle n'est pas homogène ni dans le temps ni dans l'espace. Son attribution aux activités humaines est incontestable. Le climat va continuer de se réchauffer, hein, et plus il se réchauffe, plus les extrêmes sont intenses. Mais nos actions à partir d'aujourd'hui peuvent ralentir ou limiter le réchauffement climatique au-delà de 2050, puisque, mes collègues vous l'ont dit tout à l'heure, le réchauffement est relativement proportionnel aux émissions cumulées de CO2. Alors on parle d'urgence climatique parce qu'il y a déjà beaucoup d'impacts qui sont irréversibles à l'échelle de nos sociétés. Un géologue peut vous dire qu'à l'échelle de la Terre, peut-être que ces choses reviendront, oui bien sûr, mais la fonte de glaciers, de pergélisol, la montée du niveau des mers, le fait que certaines régions peuvent devenir inhabitables, ce sont des changements irréversibles à l'échelle de nos sociétés humaines.
Alors maintenant, je vais avancer un petit peu sur les terres émergées. Quelle est leur contribution sur l'évolution passée du climat? Alors déjà, je ne sais pas si vous avez ces chiffres en tête, mais nous vivons sur 1% des terres, mais nous en exploitons 70%. D'accord? Pour tous nos usages. Donc, je dis ça aussi parce que quand on me parle d'agriculture urbaine, on me dit on va se nourrir avec l'agriculture urbaine. C'est pas possible de mettre 60... Enfin, si vous arrivez à concentrer vos 70% sur 1%, alors à ce moment-là, on n'a plus jamais de problème, je pense. Mais c'est pas possible. Aujourd'hui, on habite sur 1%, on en exploite 70%. La règle de 3, pour moi, elle est facile. D'accord? Et un quart des terres émergées aujourd'hui est considérée comme dégradée. Dégradée, c'est-à-dire qu'elle a un potentiel productif qui a baissé, elle a une perte de biodiversité, elle a une perte de productivité et elle a une perte de sol par l'érosion. Le système alimentaire, ça vous a été dit tout à l'heure, il est insoutenable. Si vous regardez les graphiques de gauche qui vous montrent une évolution depuis 1960 de l'utilisation d'azote inorganique, multiplication par 9. Rendement céréalier, multiplication par 3. Volume d'eau pour l'irrigation, multiplication par 2. Et augmentation des ruminants aussi. Pour soutenir un approvisionnement en huile végétale et en viande par personne qui a doublé depuis 1960 à l'échelle mondiale. Un apport de calories, une augmentation de 1/3 par personne depuis 1960 aussi. Alors, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a de moins en moins de gens qui souffrent de la faim, mais on a quand même dans le monde aujourd'hui, où la production n'est pas un problème, 820 millions de personnes qui continuent de souffrir de la faim, mais ils sont dépassés par des personnes qui sont en surpoids ou obèses, et donc c'est de la malnutrition, ce n'est pas de la sous-nutrition, mais c'est aussi de la malnutrition, et c'est 2 milliards de personnes. Donc les notions de sobriété qui vous ont été données tout à l'heure, c'est à cause de ces chiffres-là qu'ils sont édictés. Et donc tout à l'heure, j'ai entendu 1/3 de la production alimentaire est gaspillée en France. À l'échelle du monde, c'est 25 à 30%, donc c'est pas loin du tiers aussi, de la production alimentaire totale qui est perdue ou gaspillée. Donc elle est gaspillée dans les pays développés et elle est perdue dans les pays en développement parce qu'ils ont des problèmes de transport, d'entreposage et de sécurisation des aliments. Un quart des terres, dont je vous l'ai dit, est considéré comme dégradé. Si on pense que érosion des sols, pour reconstituer un sol qui est érodé, donc si vous l'avez érodé par un travail sans travail du sol, juste en cultivant, c'est déjà 10 à 20 fois, on le dégrade. L'érosion, c'est 10 à 20 fois plus élevé que le taux de restauration de ces mêmes sols, de reformation des sols. Et avec labour, avec travail conventionnel, c'est 100 fois. Donc ça veut dire aussi qu'on a un travail à faire sur la stabilisation de nos sols et le maintien de leur capacité productive. Alors les terres émergées, elles sont à la fois source et puits de gaz à effet de serre. Et par ce biais-là, elles contribuent au réchauffement mondial. Alors on vous a parlé des émissions du secteur agricole, c'est à peu près 23% du total net des émissions anthropiques, si on combine CO2, méthane et N2O. Donc, ce que vous voyez, les graphiques à droite, depuis toujours 1860, vous voyez que les émissions de CO2, c'est à peu près 13%. Donc, ce n'est pas énorme, le secteur agricole, en termes de CO2. Et surtout, il est très stable depuis les années 90, à peu près. Il y a une variation interannuelle, mais c'est relativement stable. Par contre, les émissions de méthane et de N2O, elles, depuis 1960, elles n'ont jamais arrêté de croître. Elles ne se sont jamais stabilisées. L'ensemble du système alimentaire mondial, ça vous a été dit aussi tout à l'heure, c'est 21 à 37%, il y a une barre d'erreur, mais qui contribue aux émissions anthropiques totales de gaz à effet de serre. Et les pertes et gaspillages alimentaires, c'est 8 à 10%. Donc c'est beaucoup en fait. C'est un point, c'est une marge d'ajustement qui est énorme. Et la déforestation, destruction des zones humides aussi, c'est 10 à 15% des émissions totales de gaz à effet de serre. Alors, donc ça, ce sont les émissions, mais les écosystèmes, j'espère que vous le savez tous, pompent du CO2 de l'atmosphère pour leur photosynthèse. Et en gros, à l'échelle de la planète, l'ensemble des écosystèmes du monde, naturels comme anthropiques, pompent à peu près 29% de nos émissions de gaz à effet de serre. Et les océans en pompent 24% à peu près. Ce qui fait qu'aujourd'hui, quand vous émettez 100 molécules de CO2, vous en avez à peu près 50 qui sont récupérées par les biosphères terrestres
et océaniques. Donc les écosystèmes aujourd'hui nous rendent un fier service et nous aident à ralentir un peu le réchauffement climatique. Si on fait le bilan net, donc on a vu un puits naturel de 11 milliards de tonnes de CO2 à peu près par an et des émissions du secteur agricole de 5 milliards de CO2 par an. Donc pour le moment, en bilan net, vis-à-vis du CO2, uniquement du CO2, on a vraiment un puits terrestre. La question c'est, est-ce que ce puits va perdurer? Parce que ce puits, c'est un délicat équilibre entre augmentation de la photosynthèse et augmentation de la respiration. La température augmente, la respiration augmente aussi, émission de CO2. La photosynthèse, elle augmente, très bien, parce qu'on a un allongement des saisons de croissance de beaucoup d'écosystèmes naturels, en tout cas. On a des nouvelles zones, dans les zones boréales ou en altitude, où se trouvent maintenant des arbres et de la végétation parce que les zones se sont réchauffées. Donc tout ça, ce sont des puits qui vont pomper et qui vont faire de la photosynthèse en plus. Par contre, on a aussi des événements extrêmes, feux de forêt, donc on relargue du CO2. Donc ce sont des puits, mais c'est un puits qui n'est pas forcément permanent et qui peut être fragile. Et puis on a un énorme point d'interrogation, c'est le dégel du pergélisol. Vous savez qu'il y a des milliards de tonnes de carbone qui sont stockées dans des sols gelés dans les zones boréales. Et en fait, c'est une bombe à retardement. On a eu très très peur pendant des années, donc il y a eu beaucoup de travail. Aujourd'hui, tous les points de mesure semblent montrer que là où le pergélisol fond, il y a une reprise de la végétation, et que cette reprise de la végétation qui pompe du coup du CO2 par photosynthèse compense à peu près les pertes de ces mêmes sols dégelés par émission. Ça, pour le moment, ça tient. Par contre, tout ce que toutes les études montrent, c'est qu'au-delà de la fin du XXIe siècle, si on continue de se réchauffer, cet équilibre ne sera plus là et il y aura vraiment une réelle amplification par le relargage de carbone de ces régions-là. Donc, un potentiel d'accroître encore plus le changement climatique. Donc ça, c'était à l'échelle mondiale. Les écosystèmes, à l'échelle mondiale, ils pompent du CO2 et ça joue un rôle bénéfique, ça touche toutes les zones du globe. Par contre, à l'échelle régionale, eh bien, les écosystèmes ils jouent aussi un rôle d'atténuation du changement climatique, non pas par l'effet CO2, mais par éventuellement en modulant finalement l'expression locale de la météorologie. Et ça, pourquoi? Parce qu'en fait, les écosystèmes, ils échangent tout le temps des flux, donc des flux de gaz à effet de serre, mais des composés organiques volatiles qui vont interagir avec la formation des nuages et des pluies, qui va interagir avec la composition chimique de l'atmosphère. Ils échangent de la chaleur sous forme de convection sèche, qu'on appelle le flux de chaleur sensible, et de la vapeur d'eau par transpiration, qu'on appelle aussi flux de chaleur latente. Et donc, tous ces flux-là ont un effet sur nos lieux de vie. On le sait bien, parce que si on veut verdir nos villes, ce n'est pas tellement pour la production elle-même, c'est vraiment pour rafraîchir nos villes. Donc ce sont ces principes qui sont à l'œuvre. Une végétation en ville va transpirer, et en transpirant, elle va prendre de l'énergie, et donc elle va rafraîchir. Ce petit schéma vous montre un petit bilan d'énergie de la Terre, rapide, pour vous montrer qu'on reçoit de l'énergie sous forme solaire ou infrarouge. On en utilise 70 à 80% pour chauffer la Terre, et donc ça c'est réémis par la flèche rouge à droite, sous forme de rayonnement infrarouge, mais 20% de cette énergie est retransmise à l'atmosphère sous forme de flux convectif, le flux rouge étant la convection de chaleur sèche, et le flux bleu étant la convection de chaleur latente, humide, l'évapotranspiration. Et pourquoi c'est important? C'est important parce que la convection de chaleur sèche, le flux rouge, c'est ce que vous montre la figure à droite, elle va nous chauffer les basses couches de l'atmosphère. C'est ce que vous ressentez quand vous marchez dans un désert ou dans un champ de blé qui vient d'être fauché en plein été. Vous avez une sensation de chaleur intense parce que la Terre vous restitue par convection de chaleur sèche cette chaleur immédiatement. Donc vous réchauffez vraiment la basse atmosphère. Quand vous renvoyez l'énergie sous forme de chaleur latente, la flèche bleue, comme le nom l'indique, latent, la chaleur, elle n'est pas disponible tout de suite, elle est enfermée dans les molécules de vapeur d'eau. Et elle n'est relarguée
que dans la haute atmosphère au moment où cette vapeur d'eau se condense pour former des nuages et des pluies. Et donc ce relargage, il peut se faire au-dessus de vous, mais il peut aussi se faire beaucoup plus loin s'il y a du vent qui a advecté cette masse d'air. Et ça, c'est important parce que finalement, une partie des vents dans l'atmosphère découle du gradient de température entre les basses couches et les hautes couches de l'atmosphère. D'accord ? Donc vous allez, selon ce que vous allez planter, selon que vous ayez une végétation qui renvoie plus ou moins de vapeur d'eau dans l'atmosphère, vous allez affecter la température et vous allez affecter aussi le vent et vous allez aussi affecter le lieu où tombe cette pluie. D'accord ? Donc quand on manipule la Terre, on ne manipule pas que le local. Donc il y a des tas de choses qu'on sait. On sait par exemple aussi aujourd'hui que l'intensité et la durée des vagues de chaleur peut être modulée par les états de surface. Donc un îlot de chaleur urbain, une vague de chaleur qui vous arrive, sur la forêt, vague de chaleur avec 4 degrés, sur la forêt elle va peut-être descendre à 3 degrés, puis sur la ville elle va monter à 6 degrés. D'accord ? En 2003, entre Paris Tour Eiffel et Grignon, des champs à Grignon bien verts à l'époque, il y avait 6 degrés d'écart la nuit, 6 à 10 degrés d'écart la nuit, d'accord, en termes de température. Donc partout où on a une évapotranspiration accrue, eh bien, on va rafraîchir nos journées et donc on peut jouer sur l'intensité d'un phénomène qui nous arrive. Alors, je vais balayer quelques phénomènes de rétroaction. Donc ça, en fait, c'est tout quand on parle du relargage de vapeur d'eau, etc., c'est ce qu'on appelle la rétroaction. Comment est-ce que, finalement, le climat va influencer la surface, qui va elle-même rétroagir sur le climat et nous amener sur un deuxième état du climat. Donc là, vous avez en haut l'augmentation du CO2 dans l'atmosphère qui induit un changement global, qui va entraîner une cascade de conséquences en jaune-orangé à droite. Par exemple, moins de neige, moins de pergélisol. Et le fait qu'on ait moins de neige, ça va amplifier, notamment dans les zones boréales, le changement climatique. Parce que la neige, elle est blanche, et quand elle fond, elle laisse voir un sol ou de la végétation qui est beaucoup plus sombre, et donc qui va absorber plus d'énergie. Et ça va amplifier le réchauffement climatique. Et puis, on a une migration vers le nord, de la ligne des arbres et en altitude. Donc en fait, on a plus de zones qui peuvent être colonisées par des arbres grâce au réchauffement climatique. Ça va prendre du CO2 de l'atmosphère, si on oublie les feux. Et donc, c'est un phénomène d'atténuation en faisant un petit peu baisser la concentration en CO2 de l'atmosphère. Et voilà, et puis vous avez d'autres effets, notamment ce qui se passe en agriculture, qui vont modifier les pluies et sources de CO2. Et là, on a une incertitude sur est-ce que ça va amplifier ou atténuer le changement climatique. Mais vous voyez qu'à chaque fois, on a des phénomènes soit amplificateurs, soit atténuateurs. Donc là, c'est ce que je redis. Par exemple, si on se focalise sur les régions boréales, dans les zones où la limite de forêt va migrer vers le nord ou bien la saison de croissance va s'allonger, le réchauffement hivernal, lui, va être accru en raison d'une diminution de la couverture de neige et de l'albédo. Le réchauffement, lui, climatique, sera par contre réduit pendant la saison de croissance de la végétation par une augmentation de la transpiration. Donc vous voyez aussi que selon les saisons, le fait que cette végétation continue d'être là est plus ou moins important. Autre exemple, dans les zones tropicales, rétroaction en Amazonie. Donc dans les zones tropicales, on a un réchauffement. Et puis, dans certaines régions des zones tropicales, vous l'avez vu sur la grande carte que je vous ai montrée tout à l'heure, on a une diminution des précipitations. Donc les deux, réchauffement et diminution, ça va induire un raccourcissement de la saison de croissance et la disparition des arbres dans quelques-unes de ces régions-là. Ce qui va induire une diminution de l'évapotranspiration. Si on diminue l'évapotranspiration, on garde plus de chaleur en surface. Ça va donc augmenter le réchauffement tropical. Et puis ça va diminuer la concentration en vapeur d'eau de l'atmosphère. Et ça a un effet dual. Si on a moins de vapeur d'eau dans l'atmosphère, on a moins de potentiel de former des nuages, on laisse plus passer de rayonnement, donc ça va réchauffer. Et puis on va aussi faire qu'on va moins pleuvoir. Et donc du coup, ça va renforcer l'assèchement qu'on avait initial. Et donc il y a une boucle de rétroaction positive qui se met en route. Donc dans les régions tropicales, on a aussi d'autres régions où on peut avoir une augmentation des précipitations si on commence à avoir une croissance
accrue de la végétation. Donc ça, c'était juste pour vous illustrer quelques grandes boucles de rétroaction qu'on connaît bien dans les zones tropicales ou dans les zones boréales, et pour vous montrer aussi que l'expression régionale ou locale d'un changement climatique dépend des états de surface. Et dernier exemple que j'aime bien, parce que ça a été mis en œuvre en fait, dans une région en Californie, c'est d'essayer de voir comment on peut ensemencer par de la végétation, de la pluie et la croissance de la végétation ailleurs. C'est aussi pour montrer l'effet non local. Quand vous intervenez dans un endroit A, vous pouvez affecter un endroit B. Et donc ça aussi, il faut le prendre en compte. Et donc là, ils ont voulu reverdir une colline. Et donc ils ont commencé à planter des arbres dans la vallée qu'ils ont irrigués. Et comme les vents allaient de la vallée vers la colline, eh bien, l'évapotranspiration était advectée par les masses d'air sur la colline où elle condense, elle précipite, ce qui permet de commencer à faire croître de la végétation. Une partie de la pluie ruisselle et donc revient réalimenter la forêt, donc permet d'alléger le taux d'irrigation. Et puis finalement, sur une petite région comme ça, vous pouvez créer un espèce de système un peu vertueux. Alors c'est assez... malheureusement, ça ne peut pas se faire partout. Mais voilà, c'est aussi pour vous montrer ce caractère non local d'une action. Vous agissez à droite et vous allez affecter vos copains qui sont sous le vent. On le sait bien quand on parle des OGM, en fait, hein, je pense. Les champs non OGM à côté de champs non OGM et qui reçoivent finalement des choses quand il y a du vent. Donc sur cette deuxième partie, qu'est-ce que je retiens? Donc les terres émergées, ils contribuent à l'évolution du climat à deux échelles. À l'échelle mondiale via leur rôle sur les puits et sources de gaz à effet de serre, parce que le gaz à effet de serre sont bien mélangés dans l'atmosphère et donc ils jouent partout. Et aussi aux échelles locales et régionales par une redistribution, là je n'ai parlé que de l'énergie sous forme de chaleur et de vapeur d'eau, mais via les composés organiques volatiles, enfin, via toutes sortes d'autres événements, on affecte aussi le climat local. Donc c'est donc un potentiel de modulation de la manifestation locale du changement climatique. Vous n'allez pas changer le climat global avec ça, mais par contre vous pouvez moduler certains effets négatifs qui vous arrivent chez vous. Et donc ce qui est important, c'est de dire que tout changement affecte localement, mais aussi sous le vent de la zone où vous avez travaillé. Et puis, par contre, au-delà d'un certain niveau de réchauffement, la capacité de puits des écosystèmes terrestres, mais aussi marins, vous avez peut-être entendu parler de l'acidification des océans, eh bien, tous ces phénomènes-là peuvent diminuer. S'ils diminuent, ça veut dire que sur 100 molécules de CO2 qu'on va envoyer dans l'atmosphère, il n'y en aura pas 50 qui resteront dans l'atmosphère, mais peut-être 60 ou 70. Et donc ça va être une accélération du réchauffement. Je vais terminer sur cette troisième partie qui adresse les solutions qui existent pour répondre au changement climatique, que ce soit sous forme d'adaptation ou d'atténuation. Atténuation, je prends du CO2 de l'atmosphère. Adaptation, j'essaye de faire en sorte que ce que je veux faire pousser pousse malgré les conditions météorologiques qui arrivent. Ce qui est intéressant, c'est que donc cet exercice, il y a une quarantaine de solutions qui ont été examinées dans le cadre du rapport spécial du GIEC sur terres émergées et climat, qui est paru en août 2019, que je vous encourage à regarder. Et en fait, on a pu démontrer que sur ces 40 solutions, pratiquement toutes, sauf une que je vais détailler tout à l'heure, ont des co-bénéfices. C'est-à-dire elles ont des co-bénéfices parce qu'elles permettent aussi de lutter contre la désertification. Elles ont des co-bénéfices parce qu'elles évitent la dégradation des terres. Et elles ont des co-bénéfices parce qu'elles améliorent la sécurité alimentaire. Et ça, c'est important parce que quand on rentre, déjà on a parlé de la vision systémique et de l'importance de la vision systémique, donc il faut tout regarder. Il ne faut pas juste faire des choses pour travailler sur le rendement, il faut aussi regarder d'autres choses. Et finalement, certaines des solutions qui avaient été faites que pour de l'atténuation ou que pour de l'adaptation, elles répondent à plein d'autres choses. Et donc elles ont ce côté vertueux d'être pluribénéfices. Alors, ces réponses ont été regroupées en trois couleurs. Le bleu pour tout ce qui concerne la gestion des terres, le orange qui concerne la chaîne de valeur qui a été absorbée tout à l'heure, et le vert qui concerne la gestion des risques. Et puis en trois catégories aussi, éviter, transformer et gérer. Éviter, donc ça a été dit tout à l'heure, tout ce qui est déforestation, dégradation de forêt, hein, c'est près de 10 à 15% des émissions de gaz à effet de serre. La destruction des conversions des zones humides et tourbières en zones agricoles, il faut arrêter. La conversion des pâturages et prairies en artificialisation des terres, il faut arrêter. On a quand même une ambition nationale qui est le zéro artificialisation nette.
mais malgré une absence de croissance de la population française, on continue d'artificialiser nos sols. C'est pas normal. Hein. D'accord ? Donc ces choses-là, ce sont des choses qu'on doit arrêter. Transformer nos modèles de production, donc on en a parlé, l'intensification dite soutenable. J'ai un petit problème avec ce terme, je trouve que ça fait... La juxtaposition de intensification et soutenable me pose quelques problèmes, mais c'est celle qui est utilisée aujourd'hui. Évidemment, la mouvance vers l'agroécologie, les gestions durables qui permettent de stocker du carbone dans les sols. Tout ce qui est gestion intégrée de l'eau, hein, quand même, l'agriculture est l'un des plus gros utilisateurs de l'eau. Et donc, il y a malheureusement un partage à faire avec d'autres usages. Donc, il y a une réflexion qui doit être totalement intégrée, pas simplement agricole, mais avec tous les autres usages. On a parlé tout à l'heure des choix alimentaires, des pertes et gaspillages et des processus de transformation qui sont dans tout ce qui est chaîne de valeur. C'est un potentiel énorme de réduction des gaz à effet de serre. Et puis, tout ce qui est gestion de risque. Alors, il y a la diversification dans le monde agricole qui est vraiment... pour l'agriculteur, une façon de gérer le risque, c'est-à-dire de ne pas mettre une seule culture à mal, mais de pouvoir avoir quelque chose d'un peu polyvalent. Et tout ce qui est système d'alerte, alors je pense que peut-être tu en parleras un petit peu cet après-midi, Serge, mais je pense que les systèmes d'alerte vont permettre d'anticiper aussi des dégâts à partir du moment où on est capable de les mettre en place et de les rendre efficaces. On a des exemples très importants sur la gestion des feux et des inondations. En agriculture, on doit pouvoir... vous en avez aussi pour tout ce qui est l'épidémiosurveillance, en fait, hein, qui joue là-dessus. Tous les services climatiques, alors ça c'est une nouvelle mouvance, c'est-à-dire des climatologues comme moi voulons nous mettre au service de personnes comme vous, c'est-à-dire comment vous approprier nos scénarios de changement climatique, comment les comprendre, comment ne pas faire de bêtises avec, parce qu'il y a beaucoup de possibilités de faire des bêtises avec nos scénarios de changement climatique. Si on ne les comprend pas, si on ne sait pas d'où ils viennent, on va aller choisir un modèle plutôt qu'un autre. On ne va pas réfléchir à pourquoi celui-là, parce qu'il est français, parce qu'il est canadien, parce que voilà. Et il y a des choses à faire. Et puis, bien sûr, il y a toutes les assurances. Les assurances, elles ont vraiment un rôle important à jouer et elles s'y sont mises depuis bien longtemps. Alors, c'est juste avant ma slide de conclusion, donc je devrais être dans les temps, Nathalie. Je voulais revenir sur la bioénergie. Donc, je pense que juste avant, et ça m'a fait plaisir, vous l'avez vraiment abordé en disant que si on voulait remplacer nos énergies fossiles par de la bioénergie, ben, on réutiliserait toutes nos terres. Et en fait, dans le monde du globe, monde global, donc un peu dans le monde du GIEC, je dirais, on a beaucoup parlé de la bioénergie, notamment la bioénergie avec capture et stockage géologique du CO2. Et vous avez des chiffres qui vous disent que voilà, c'est génial pour atténuer le changement climatique. Donc vous voyez des barres atténuation, adaptation, désertification, dégradation, sécurité alimentaire. Quand vous êtes dans le bleu, c'est que c'est bon pour l'atténuation. Puis quand vous êtes dans le rouge, c'est que c'est dangereux, notamment ici pour la sécurité alimentaire. Et en fait, des études avec des modèles macroéconomiques, etc., à grande échelle, vous disent que pour éliminer 11 milliards de tonnes de CO2 de l'atmosphère en 2050, eh ben, il faut environ 15 millions de kilomètres carrés de terre dédiés à la bioénergie en 2100. Mais 15 millions de kilomètres carrés de terre, c'est à peu près ce qu'on utilise pour l'agriculture, quoi. Donc c'est exactement ce que vous disiez juste avant. On va renforcer le nombre de personnes exposées à la famine. Et puis, je ne vous parle pas des problèmes de biodiversité, parce que ce genre de bioénergie, c'est de la monoculture, pas du tout avec des essences locales la plupart du temps. Donc, vous détruisez, vous détruisez toute la biodiversité locale. Vous pouvez potentiellement détruire vos stocks d'eau aussi si vous choisissez une essence à croissance rapide et donc très consommatrice d'eau. Voilà. Donc, ça pose vraiment des problèmes. Mais en même temps, la bioénergie, dans les pays en développement, c'est quelque chose qu'ils font, et dans pas mal de pays de façon assez soutenable depuis qu'ils existent. Donc il y a une façon de faire, et donc il faut faire de la bioénergie, c'est probable, de toute façon ça fait partie du mix énergétique indispensable, mais elle doit être intégrée dans des paysages, elle doit être limitée à des terres marginales ou des terres abandonnées, elle doit utiliser des essences locales ou adaptées, et donc il y a un travail spécifique à faire sur ce sujet-là. Alors de cette partie-là, qu'est-ce que je retiens ? Qu'on peut, bien sûr, avec l'usage des terres, réduire nos émissions et éliminer du CO2 de l'atmosphère, voire le stocker.
L'initiative 4 pour 1000, peut-être dont vous parlez dans votre école, est un des sujets importants. Si on protège, on restaure nos écosystèmes naturels, on va éliminer du carbone de l'atmosphère, mais surtout on va éviter des émissions. La compétition entre usage des sols est un problème majeur et qui va émerger dans le futur, et ça doit être géré avec un soin absolu. Et de toute façon, ça ne peut pas compenser les émissions retardées dans d'autres secteurs, industrie, transport, etc. Et donc je m'arrête là et je vous laisse avec juste, finalement, quand on a rédigé ce rapport du GIEC, on a sorti ce 3 panneaux sur finalement les terres sont une ressource critique, qui vous dit qu'elles subissent des pressions croissantes, 70% exploitées, un quart dégradées. Le changement climatique, les pressions croissantes, ce n'est pas le changement climatique à l'origine sur nos terres, c'est nous. Et puis le changement climatique qui rajoute à ces pressions et empire une situation qui était déjà tendue. Mais il existe des solutions. Et dans les systèmes de production, dans les choix d'alimentation, et ces solutions vont nous permettre aussi d'améliorer l'état des terres, la sécurité alimentaire, de produire de l'énergie et de stocker du carbone. Et donc qu'une gestion durable des terres fait partie des solutions, mais ça n'est pas la seule. Et tout ce qui vous a été évoqué ce matin doit être pris en compte pour limiter nos risques climatiques. Je vous remercie. Merci. Merci Nathalie. Merci d'avoir tenu le timing. Présentation vraiment très intéressante, complémentaire à celle de ce matin. Avec beaucoup de chiffres, énormément de chiffres. Moi, j'aurais retenu aussi quelque chose qu'on n'entend pas souvent. Il existe de nombreuses solutions. Et par contre, il faut bien comprendre aussi les différents scénarios pour ne pas faire d'erreur. Et ça, c'est vrai qu'on ne l'entend pas souvent. Donc, c'est aussi intéressant d'entendre ça et de l'avoir bien en tête. Je vais, du coup, pour cette session de questions, passer la parole aux étudiantes d'Alternatives qui vont animer. Donc voilà, n'hésitez pas à poser des questions. Alors bonjour à tous et merci beaucoup pour cette conférence. Pour les nouveaux qu'il y a dans cet amphi, peut-être qu'il y a des nouveaux, du coup on va représenter l'association Les Alternatives. Donc c'est une association de l'école qui promeut toutes les valeurs environnementales et écologiques et qui fait germer plein de petits projets. Donc tous ensemble avec professeurs, étudiants et administration et public extérieur, nous pouvons faire germer des petits projets. Alors on est à l'écoute de ce que vous nous proposez. Et je vais passer le micro aux questions, s'il y en a dans la salle. Oui. Bonjour, enseignant-chercheur au département viticulture-œnologie. C'est très intéressant comme vous voyez finalement l'incidence que nos pratiques peuvent avoir à la fois sur le climat du globe, mais aussi sur notre climat local. Quel est votre avis ou opinion sur les bonnes pratiques? Parce qu'on a plusieurs stratégies qui sont mises en place dans l'agriculture. Je prends l'exemple de la viticulture, avec cette tendance d'aller beaucoup plus vers l'agriculture biologique et biodynamie, où l'alternative souvent pour les herbicides, c'est le travail du sol. Comment vous voyez l'avenir sur notamment la gestion du travail du sol, l'occupation du sol, et notamment peut-être, comme on a entendu que vous l'avez bien mentionné, l'adaptation envers une pratique, donc de ne plus utiliser les herbicides, mais comment finalement ça peut avoir des conséquences négatives sur le climat? Oui, c'est une question qui est vraiment difficile. Alors, c'est pas du tout mon cœur de métier, hein, donc peut-être que mon collègue aura envie plus de répondre. Mais je vous rejoins sur le fait que je pense que pour le moment, il y a l'agriculture biologique ou bien l'arrêt des herbicides, ce sont des décisions qui ont été prises en effet tunnel, encore une fois, même s'il y a des très bonnes raisons à l'adaptation de ces pratiques-là. Et j'ai l'impression qu'on répète un peu des erreurs du passé, c'est-à-dire qu'on va regarder une chose et on va y répondre d'une manière étroite au lieu d'avoir une vision large et de regarder tous les effets en conséquence. Sur le plateau de Saclay, moi je travaille avec pas mal d'agriculteurs qui ont pris le virage bio et ils m'ont dit mais moi j'émets plus de CO2 depuis que je suis passé en bio parce que je passe beaucoup plus souvent le tracteur, parce que je suis obligée de passer plusieurs fois pour désherber. Donc
ça, c'est un effet négatif, même s'il y a plein d'autres effets positifs. Donc, ce n'est pas la solution unique. Donc, je pense que c'est toujours pareil, c'est la question du panel de solutions et d'une vision vraiment qui doit être rapide, mais pas précipitée. En fait, il faut aller vite, mais pas se précipiter non plus. Et voilà, donc je pense que c'est un peu une réponse de Normand que je vous fais, mais même si je ne suis pas normande. Mais voilà, je pense que, sauf si tu veux compléter cette que tu connais peut-être un peu mieux que moi. Merci. Oui, vous voyez ici les résultats des travaux. On a la grande chance, je dirais, sur Terre, d'avoir le GIEC qui, depuis 30 ans, s'époumonne à prévenir de ce qui se passe et que peut-être au bout de 30 ans, on va commencer à écouter. Et je pense qu'il nous manque un GIEC de la biodiversité, c'est-à-dire qui a moins d'impact aujourd'hui, c'est-à-dire que les rapports sont moins connus. Mais en fait, on est en train, dans le même temps qu'on a ces changements climatiques, on touche d'autres limites planétaires, dont en particulier la pression sur la biomasse et la biodiversité, et des extinctions massives qu'on connaît. Donc, c'est aussi un sujet qui touche l'agriculture. Il faudrait peut-être une autre leçon inaugurale spécifiquement sur l'extinction de la biodiversité. Et là, à ce moment-là, effectivement, on verrait que les démarches bio ont un grand rôle à jouer dans la prévention de l'extinction de la biodiversité. Et là, il va falloir trouver des scénarios qui, effectivement, parce que je confirme, on l'a fait nous au niveau de Terrena ici, en mesurant les impacts CO2 de nos, on a environ 12% de nos cultures qui sont en bio, hein, donc c'est significatif puisqu'on a des centaines de milliers d'hectares. Et en mesurant les impacts, on voit effectivement que le bio n'est pas une réponse en termes de gaz à effet de serre. Voilà. Et après, alors, il va falloir aussi trouver des systèmes intelligents qui nous permettent d'avoir des actions qui sont à la fois positives pour une limite et pour l'autre. Par exemple, quand je parlais tout à l'heure de replanter les haies du bocage, c'est bon dans les deux sens. Ça fait de l'évapotranspiration, ça fait du stockage de carbone et de l'évapotranspiration qui sont bons pour ce qui nous intéresse ici, et ça fait de l'habitat naturel pour de la biodiversité, ce qui est bon pour le deuxième sujet. Voilà. Oui, tout à fait. Merci pour ce complément. Du coup, c'est pour répondre à la question, pour apporter un peu plus de précision. Je suis Serge Zaka, je ne suis pas présenté, j'interviens cet après-midi. En fait, il y a une grosse problématique qu'on a en France, ou peut-être même dans le monde, c'est qu'on oppose le conventionnel au bio et on ne regarde pas tous les autres types d'agriculture. Le conventionnel, il émet pas mal de gaz à effet de serre relativement parlant. Le bio aussi, puisqu'on produit un peu moins, donc on a besoin de plus de terre pour produire la même quantité si on ne travaille pas sur le gaspillage et la consommation, etc. Mais il y a d'autres types d'agriculture, comme l'agriculture de conservation des sols, qui sont des agricultures qui prennent un peu des bénéfices de chaque agriculture et qui permettent de stocker du carbone, mais également d'augmenter la biodiversité dans le sol. Si c'est couplé avec des haies ou de l'agroforesterie éventuellement, on peut avoir une agriculture qui devient vertueuse. Mais le seul problème, c'est qu'on n'obtiendra jamais une agriculture qui soit parfaite aux yeux des politiques et du consommateur, parce que l'agriculture de conservation des sols, elle utilise des produits comme le glyphosate, et c'est même essentiel pour cette agriculture-là. Donc on a toujours des points positifs et des points négatifs. Il faut valoriser ces points positifs au maximum, mais on n'obtiendra jamais tous les points négatifs. Donc il ne faut pas juste parler du bio et du conventionnel. Il y a d'autres agricultures. Il y a d'autres agricultures. Et le bio a aussi ses défauts en viticulture, notamment par rapport au sol. Hein. On sait très bien que les produits bio utilisés en viticulture, ce n'est pas forcément les meilleurs pour le sol. Donc ne pas cristalliser les débats bio, pas bio. Il y a plein de choses qu'on oublie parce qu'on tourne autour des mêmes sujets, quoi. Oui, c'était un peu une question pour que vous allez dans ce sens-là. C'est qu'on ne soit pas toujours conventionnel bio, mais de voir aussi d'autres systèmes qui existent. Et comme vous le dites, Serge, de voir aussi quels sont les points négatifs et positifs et de maximiser les points positifs. Alors, une autre question. Donc, bonjour, moi je m'appelle Alex Pichard, je suis en 4e année d'ingénieur. C'est une question un peu plus vaste, mais est-ce que réduire la croissance démographique pourrait être une des alternatives
une des nombreuses, je sais que c'est une question qui peut faire grincer les dents, sur le réchauffement climatique. En fait, on en discutait hier soir, c'est une fausse question. C'est une question qui n'a pas lieu d'être parce que, bien sûr qu'à l'origine, la croissance démographique, l'installation, etc. Mais aujourd'hui, ce n'est pas un problème de production, en fait. On produit très, très, très largement de quoi nourrir 10 milliards d'individus. C'est une question de répartition des choses. Donc, en fait, la démographie, en termes, en tout cas, alimentaires, usage des terres, etc., c'est un faux problème et c'est une fausse question. Alors après, en termes d'émissions, mais si après on est sur 2 tonnes par individu, voilà, on peut s'en sortir aussi. Donc aujourd'hui, dans le monde scientifique, c'est un débat qui n'en est pas un, qui n'en est plus un en tout cas. Voilà. Y a-t-il d'autres questions? Étudiants, enseignants de l'ESA? Ah, j'arrive. Bonjour, tout à l'heure vous parliez des services que peuvent rendre les climatologues. Est-ce que vous pouvez redétailler un petit peu ces services et quel type de service ça peut être? Oui, alors tout ce qu'on appelle service climatique, il y a une partie des choses qui va être présentée, je pense, par Serge cet après-midi, c'est comment traduire finalement notre connaissance du changement climatique en indicateurs calculés directement à partir du climat pertinents pour des secteurs d'activité. Donc des indicateurs écoclimatiques ou agrométéorologiques, mais sauf que nous, on va se passer sur une trajectoire, pas sur de la météo, mais vraiment sur une trajectoire de long terme. On va pouvoir aussi apprendre à trier, c'est-à-dire la question de aujourd'hui, on a 40 modèles climatiques dans le monde qui ont fait chacun 4 scénarios climatiques différents, plusieurs fois. Parce qu'on a quand même un peu ce qu'on appelle l'effet papillon, c'est-à-dire que le même modèle climatique peut emprunter différentes trajectoires, même s'il a le même niveau d'émission qu'il reçoit. Eh bien, ça fait énormément de données et la plupart des gens qui s'emparent de ces sujets-là vont en prendre une trajectoire, un modèle, un scénario, et pas forcément celui qui est le mieux pour leur région. Donc le service climatique, c'est vraiment travailler sur comment est-ce que vous allez... Quel modèle vous allez choisir, quel scénario, pourquoi vous prenez telle solution, pourquoi est-ce que vous vous projetez dans tel futur pour regarder comment vous allez vous adapter et éventuellement nous faire des précalculs d'indicateurs qui vont vous donner envie d'aller encore plus loin. Donc voilà, ce sont un peu... Mais je pense que l'illustration que va donner Serge cet après-midi sera intéressante. On avait déjà commencé ça il y a longtemps, mais pas dans le sens du tout agrométéorologique, mais dans le sens de projection future du climat, pour commencer à réfléchir à l'adaptation. Ce sont des choses qui nous ont été demandées, par exemple, par des semenciers, pour dire finalement quel est le type de phénotype qu'on doit sélectionner demain. Ils doivent faire face à quoi? Si on pense au blé, voilà, à quoi le blé en France va faire face dans le futur. Et finalement, qu'est-ce qu'il doit éviter? Et est-ce qu'on peut faire une sélection qui va faire qu'il sera moins sensible à cette période particulière de son cycle. Donc, le service climatique, c'est ça. C'est vraiment, c'est en fait un mâchage, un pré-mâchage de nos simulations climatiques, un tri et des indicateurs qui commencent à faire sens pour un certain domaine d'activité. Pour le tourisme, par exemple, il y a beaucoup de questions. On a énormément travaillé avec les stations de montagne, par exemple. Les stations de montagne, surtout de moyenne altitude, le ski, c'est fini, en fait. Donc, une station de montagne, quand elle investit pour refaire finalement toute son infrastructure, c'est 25 ans d'amortissement. Donc, s'ils doivent engager un renouveau maintenant, et il faut que pendant 25 ans, ils soient sûrs que les gens vont pouvoir continuer à skier dans la région. Donc notre travail, c'est voilà, et ça, c'est de la neige, c'est au sommet d'une montagne, c'est pas du tout l'échelle à laquelle on travaille. Donc on a tout un travail, un pré-travail à faire sur nos simulations climatiques pour arriver à la montagne, arriver à faire un diagnostic de risque de neige ou de perte d'enneigement sur une montagne. Voilà, c'est ça un peu les services climatiques. Je ne sais pas si ça vous perd encore plus ou si ça vous éclaire maintenant.
Nous avons une autre question ici. Vous nous avez dit que le GIEC va être écouté dans 30 ans. Quels sont les impacts... Le GIEC va être quoi? Je n'ai pas entendu. Les membres du GIEC vont être écoutés dans 30 ans quand on aura enfin les effets? Non, on est écouté 30 ans après les premières paroles. D'accord. Mais est-ce que actuellement, à la communication du GIEC, il y a des obstacles majeurs qui empêchent le public d'être familiarisé avec ces impacts? Non, absolument pas. Alors le GIEC, déjà, c'est un ensemble, c'est un organisme des Nations Unies. Il y a 195 ou 196 pays membres. Ce sont les pays qui sont membres du GIEC, pas les scientifiques. Et les scientifiques sont recrutés sur leur expertise pour un exercice particulier, la rédaction d'un rapport ou la coordination d'un ensemble de rapports. D'accord ? Donc on peut être mobilisé une fois comme auteur, comme contributeur où on va juste écrire les 3 lignes qui concernent notre partie, comme relecteur, ça c'est toute la communauté scientifique, comme éditeur, c'est-à-dire éditeur d'un chapitre, c'est-à-dire qu'on doit relire tout, on doit aider les auteurs à répondre aux questions. Voilà, donc on peut être mobilisé de manière différente. Et le premier rapport du GIEC est sorti en 1991. Aujourd'hui, on en est au 6e exercice. Voilà, et en 1991, je dirais que les grands messages, c'est toujours les mêmes. Ça n'a pas changé, même si les modèles se sont améliorés, la connaissance a amélioré, le raffinement des questions, de la confiance dans nos modèles, tout ça, ça s'est grandement amélioré, heureusement. Mais les grands messages qui sont le climat change, les extrêmes vont être pires et c'est la faute de l'homme. Et plus on met du CO2 dans l'atmosphère, plus ça va se réchauffer. On le disait déjà dans les années 90. Il n'y a rien qui empêche, je veux dire que dès qu'il y a un rapport qui sort, il est du domaine public, il y a un résumé pour les décideurs, les médias s'en emparent. Quand on sort un rapport, on est interviewé pendant plus d'1 an après la sortie du rapport. Je pense que c'est juste que les gens n'écoutent pas, en fait. Ou ne vont pas lire ces pages Planète, ou ne vont pas regarder ces messages, ou les politiques, ils font leur petit coup de pub au moment, mais ensuite on arrête parce qu'il y a d'autres problèmes. Mais je veux bien reconnaître que quand on est dirigeant d'un pays, surtout ce qui s'est passé ces dernières années, on a beaucoup de chats à fouetter aussi. Mais par contre, celui-là, il va devenir un chat majeur, quoi. Donc il devient compliqué. Mais on n'a aucun frein, en fait. On n'est pas... aucun scientifique du GIEC n'est empêché de parler. Personne. Donc on n'a pas du tout... On n'est pas mis sous cloche. Ah. Mon shifter a des choses à dire. Je me permets de rajouter la question. Effectivement, en fait, le vrai frein, si on le dit de manière très cash, c'est un petit peu ce qu'on disait, c'est que la solution, on la connaît. C'est-à-dire que la solution, c'est il faut qu'on change complètement notre mode de vie. Il faut qu'on passe par une décroissance généralisée, voilà, et personne n'a envie de ça. C'est aussi bête que ça. Ça ne fait pas rêver. Aucun politique n'a envie de promettre ça. Et de ne pas se faire élire à cause de ça. Donc en réalité, la solution, on la connaît et on ne veut pas la regarder. C'est pour ça que c'est pas que les scientifiques ne sont pas écoutés, c'est juste qu'on n'a pas envie de faire la solution. Et personne, parce qu'en fait, ça revient à dire, je vais voir mon pouvoir d'achat baisser. Pouvoir d'achat baisser, aussi bien parce que je vais gagner moins d'argent que parce que j'aurai moins de choses à acheter. Parce qu'il y aura moins de choses qui seront produites. Comment plomber l'ambiance encore plus? Merci à vous. Nous avons une question qui vient de notre campus de Saint-Quentin en Yvelines. Bonjour, donc c'est une question de HM qui est en première année de bachelor agroécologie et système alimentaire. Est-ce que le Sahara pourrait devenir une potentielle région agricole si la pluie augmente? Alors, je sens bien, j'ai travaillé sur le Sahara vert, mais moi j'ai travaillé il y a 9000 ans en fait. Enfin non, j'ai pas travaillé il y a 9000 ans, mais vous m'avez comprise. J'ai fait très très jeune, je vous remercie. Oui, alors en fait, le Sahara vert... pour que le Sahara soit vert, il faut effectivement des pluies. Et on va avoir un petit peu plus de pluie à la limite sud du Sahara, au niveau du Sahel. Il va y avoir un petit peu plus de pluie, ce qui va verdir et ce qui va un peu amplifier les pluies. Mais en fait, même le Sahara vert, au moment de l'Holocène, où on avait une configuration de la Terre sur son orbite qui était différente de celle d'aujourd'hui, et où on avait aussi du coup beaucoup plus de pluie de mousson,
On parlait du Sahara vert, mais en fait, maintenant qu'on a mesuré plein de choses, on sait que c'était très discontinu. Il y avait surtout beaucoup d'oasis, mais ce n'était pas uniformément vert. Un Sahara uniformément vert, il faudrait vraiment une orbite terrestre très particulière pour y arriver. Donc verdir le sud du Sahara, oui, on va y arriver parce qu'il va pleuvoir plus. Donc on va avoir une boucle de rétroaction positive entre la croissance de la végétation et le maintien de cette pluie-là. Mais ça sera... disons quelques dizaines de kilomètres. Alors, je pense que ça doit faire écho avec aussi la grande muraille verte que veulent construire les pays d'Afrique. Le problème, c'est que c'est une décision, je ne sais pas si vous savez tous, en fait, il y a eu une grande coalition des pays d'Afrique il y a une dizaine d'années et qui ont décidé de bloquer l'avancée du désert en plantant des arbres. Et ils ont décidé du tracé de la plantation des arbres d'un point de vue purement politique. Et ensuite, au Sénégal, il y avait des militaires français qui s'ennuyaient. Donc, ils leur ont dit, vous allez nous planter les arbres sur le tracé. Donc, les militaires sont allés planter les arbres sur le tracé. Ils sont restés une semaine, ils les ont arrosés, ils sont partis, les arbres sont morts parce qu'il n'y avait pas d'eau. Donc, ce n'était pas la bonne solution. Donc là, ils se sont dit, peut-être qu'on devrait faire appel aux écologues. Donc, ils sont allés chercher des écologues. Ils leur ont dit, oui, mais alors là, faire pousser des arbres là où il n'y a jamais de pluie, il n'y en aura jamais, parce que la circulation atmosphérique est telle que c'est une zone qu'on appelle de subsidence, donc où l'air arrive du dessus très sec et redescend. C'est pas possible. Donc, il faut la planter un petit peu plus au sud. Parce qu'effectivement, au sud, il y a eu des zones qui ont été désertifiées, déforestées. Et là, si on replante des arbres dans ces régions-là, on va stabiliser les sols et on va refaire revenir un petit peu la pluie dans ces régions-là. Donc ça, oui, mais c'est une petite bande étroite. Ce n'est pas tout le Sahara. Voilà. Merci. Je parlais du Sahara vert. Alors, je ne vais pas vraiment parler du Sahara vert, mais c'est que dans la figure que Nathalie a montrée tout à l'heure, il y avait une énorme plage verte. Mais il faut faire attention, c'est une variation en pourcentage, il me semble, annuel de précipitations. Et s'il tombe par exemple 3 mm et qu'on gagne 50%, il tombera 6 mm, ce qui n'est pas grand-chose. Donc ça fait du vert, ça fait un gain de 100%, mais par rapport à ce qui tombe dans l'année au Sahara, en fait, il sera toujours un désert. Hein. C'est pas parce qu'il y a une grosse plage verte, c'est juste un pourcentage. Voilà, il faut faire attention. Oui, effectivement, je pense que la personne a dû réagir à la carte que j'ai montrée. Et tu as raison, ce sont des pourcentages. Donc un pourcentage de 0, même s'il est très fort, ça reste 0. On est d'accord. Une autre question ici. Bonjour, Guillaume Pain, enseignant-chercheur. J'ai trouvé ça très très intéressant que vous rappeliez tout le travail en amont des climatologues, ce qui est intéressant pour nos formations pluridisciplinaires, et pour le fait que ça concerne tout le monde. Et je me demandais si dans vos scénarios, grâce à toute cette équipe, vous arriviez à distinguer, parce qu'il y a plusieurs postures, ça fait débat, on peut opposer les technos et les jardiniers dans pas mal de débats. Et est-ce que vous arrivez dans les scénarios à étudier un peu les différences, l'efficience un petit peu de ces solutions, soit basées sur la nature, soit plutôt techno-économiques? Bon, alors ça, c'est pas du tout mon domaine, mais la réponse quand même est oui. Donc je ne peux pas épiloguer plus que ça. La réponse est oui, c'est-à-dire que il y a eu tout un travail qui a été fait. Bon, là, j'ai présenté des scénarios qui étaient un peu plus anciens, mais le mode de pensée est un peu le même. Ce qu'ils ont essayé de faire, c'est qu'ils se sont dit, si on ne veut pas dépasser tant de degrés de réchauffement, quel type de société peut y arriver ? Et donc, il y a 5 familles de comportements sociétaux, je dirais en gros, qui ont été édictés. Certains qui ne nous permettront jamais d'atteindre de se limiter à 1,5 ou 2 degrés. Donc là, il y a des trajectoires qui ne permettront jamais, des modes de vie de société qui ne permettront jamais d'y arriver. Et il y a 3 autres familles qui permettent d'y arriver par des moyens très différents. Et donc oui, il y a pas mal de publications là-dessus. Moi, c'est des publications que je ne connais pas bien, mais par contre, finalement, en vous répondant, je me dis que, et ça aussi c'est un boulot peut-être avec les shifters qu'on peut faire, c'est justement d'aller chercher ces scénarios dans ces familles de 5 qui ne permettront, donc ces modes de vie de société qui ne permettront jamais de limiter finalement la température du globe à quelque chose de le moins déraisonnable possible. Mais oui, tout à fait. Tout ça, c'est exploré. Hein. En gros, je vous dis, c'est 5 grandes familles. Mais c'est à peu près ce que vous venez de décrire. Une autre question d'un de nos étudiants.
Oui, bonjour. Je me demandais, vous parliez d'un quart des terres du globe qui sont dans un état dégradé. À quoi ça correspond et est-ce que vous pensez qu'on va avoir besoin de les réparer en quelque sorte pour l'avenir ? Alors, c'est ce que j'ai dit, mais peut-être un petit peu vite. En gros, les critères qui sont pris pour mesurer la dégradation de la terre, c'est une perte de biodiversité, une perte de sol par érosion, une perte de potentiel productif. Voilà, et un appauvrissement en matière organique, quoi, en fait. Hein, voilà. Il y a plein d'autres critères qu'on pourrait utiliser, des questions de pH, des questions de composés voilà, chimiques dans le sol. C'est quelques grandes familles. Et en fait, oui, on sait restaurer les sols, donc il faut le faire. Mais il faut le faire aussi, ne serait-ce que de toute façon pour continuer à produire, parce que si on ne le fait pas, il va falloir réutiliser finalement des fertilisants pour pouvoir faire pousser quelque chose qui a un bon rendement sur un sol devenu pauvre. Donc de toute façon, je pense que c'est quelque chose qui est faisable, que l'on sait faire et que l'on doit faire. Une autre question d'un de nos étudiants. Donc bonjour Corentin, dernière année d'ingénieur. Donc là, vous nous avez parlé un peu des solutions qui pouvaient exister. Vous faites beaucoup de sensibilisation au GIEC, c'est essentiel. Mais quelles actions vous mettez en place pour amener le changement des pratiques? Et comment nous, bientôt sur le marché du travail, on va pouvoir l'amener dans notre vision professionnelle et comment on va pouvoir réussir à faire changer les pratiques? Alors, je vais vous faire la réponse que je fais d'habitude, c'est que je ne suis que climatologue. Donc, et quand on n'est que climatologue et qu'on monte des trucs du GIEC, on veut qu'en plus on apporte toutes les solutions et puis la décision politique et puis comment moi je vais changer, etc. Je ne sais pas. La réponse est que je ne sais pas. À mon petit moyen de citoyenne, j'essaye de faire des choses, mais après, je pense que c'est toute une chaîne de process qui vous inclut, hein, je veux dire, évidemment. C'est toute une chaîne de process pour que tout le monde change. Mais cette réponse-là, pour moi, aujourd'hui, en fait, je pense que plus sérieusement, la question des problèmes et des défis, elle a été beaucoup dans les mains des scientifiques de sciences dites dures. Et aujourd'hui, je pense qu'on a vraiment besoin des sociologues, des philosophes, des artistes. On a besoin de finalement tous les gens qui savent qu'est-ce qui fait bouger une société, qu'est-ce qui va leur donner envie de changer, des influenceurs. Moi, je fais partie des gens pour qui disent que les influenceurs sont des gens fondamentaux dans notre paysage aujourd'hui, parce qu'ils sont suivis, parce qu'ils ont une capacité à parler à leur génération et donc forcément à entraîner plus de personnes qu'un scientifique au fond de son labo, même s'il parle bien ou s'il a fait des bonnes choses, saura faire. Donc je pense que c'est mobiliser finalement ce pouvoir aussi de l'imaginaire. C'est pour ça que sociologues, artistes, etc., je pense qu'il y a tout un pan de disciplines, de métiers qui, à mon avis, ont insuffisamment été utilisés aujourd'hui pour nous emmener vers cette trajectoire-là. Mais ce n'est pas les climatologues qui vont résoudre le problème, je suis désolée. J'aimerais bien, mais je ne peux pas. Autre question? Bonjour, Lise Claire, première année de bachelor. Tout à l'heure, vous parliez d'un projet en Californie, donc de réimplanter des arbres pour favoriser les précipitations dans une vallée. Mais vous disiez que ce n'était pas possible de faire des projets similaires dans toutes les régions du monde. Alors, quelles sont les régions concernées et pourquoi ce n'est pas possible? Je pense qu'on n'a pas encore déterminé la typologie des régions où ça c'est possible, en fait, parce qu'on revient toujours à la chose qui est la plus difficile à faire pour un climatologue, c'est de savoir où va tomber la pluie. Et donc, on sait que si on plante et qu'on irrigue, bien sûr, on va renvoyer de la vapeur d'eau dans l'atmosphère, mais on ne sait pas quand elle va se mettre à former des nuages et quand elle va tomber et où elle va tomber. Donc là, il s'avère que ça a bien marché, mais ça reste, voilà, c'est quelque chose qui est extrêmement compliqué. Donc le jour où on saura vraiment représenter ces phénomènes-là, qui sont des phénomènes de toute petite échelle, à ce moment-là, on pourra avancer un peu, mais n'empêche que ça fait des décennies entières que des gens travaillent là-dessus et qu'on ne sait toujours pas faire, en fait. Donc c'est pour. Alors, vous avez aussi, si vous avez quand même des fous, j'appelle vraiment ça des fous, moi, qui ensemencent en Arabie Saoudite, par exemple, qui vont jeter des sulfates dans l'atmosphère pour faire condenser la pluie.
Mais comment vous voulez faire condenser de la pluie s'il n'y a pas de vapeur d'eau dans l'atmosphère? Ça ne peut pas marcher, ça. Et en plus, en mettant ces trucs dans l'atmosphère, vous allez avoir des retombées, vous allez avoir des conséquences écologiques. Donc, c'est une aberration totale de vouloir jouer avec ce genre de phénomène. Voilà. Donc aujourd'hui, il faut savoir, en fait, modéliser très finement la formation des nuages, la formation des pluies et exactement le lieu où elle va tomber. Et on voit bien les prévisions météo, on n'est pas capable de le faire non plus. On se trompe de 150 km ou de 40 km parfois, et du moment où ça va tomber. Donc c'est quelque chose qui est extrêmement compliqué. Donc oui, le jour où on saura faire une vraie typologie, ça sera très très intéressant, je vous l'accorde. Y a-t-il une dernière question? J'arrive. Oui, juste une dernière question. Quand vous parlez de l'incertitude sur notamment les précipitations, est-ce qu'aujourd'hui on doit avoir une communication qualitative quand on parle des incertitudes sur la modélisation? Est-ce qu'on doit parler de ça va être plus chaud, plus sec, sachant voilà, derrière toute la cascade d'incertitudes sur les modèles, les indicateurs que vous avez répondus? Ou est-ce qu'il faut maintenir un discours quantitatif? Ça va réchauffer par 2, 3, 4 degrés, ça va devenir plus sec par 50, 200 mm. Quel est votre avis en tant que climatologue? Alors en fait, il y a ce que je vous ai montré tout à l'heure, il y a des grandes zones du monde où on sait que de toute façon, le plus chaud globalement, c'est du plus sec dans ces régions-là, avec une variabilité interannuelle, hein, voilà, en fonction de phénomènes on peut être dans une décennie plus sèche et puis tout d'un coup avoir une année très humide, donc avec cette incertitude-là. Donc ça, après, vous avez toutes sortes de zones à l'interface entre ces zones dont on sait qu'elles vont s'assécher et celles dont on sait qu'elles vont s'humidifier. Et là, on a une espèce de zone grise où même les modèles entre eux ne sont pas forcément toujours d'accord. Alors, quand on est sur des zones de montagne, on les rend d'accord en refaisant de nouvelles simulations climatiques à toute petite échelle, complètement régionale, parce que le rôle de la montagne est important. Mais il y a plein de zones, et notamment toute la France du milieu, là, la France tempérée. Il y a des fois où on ne sait pas forcément, enfin pas tempérée parce que toute la France est tempérée, mais quand la zone méditerranéenne, on sait qu'elle va vraiment s'assécher. Tout au nord, vraiment le nord de la France va s'humidifier, et entre les deux, est-ce que c'est une question de saison, est-ce que c'est une question de répartition saisonnière ou de cumul annuel? On est encore dans une incertitude avec des contradictions entre les modèles qu'on utilise. Donc on revient, dans ces cas-là, on revient à la circulation de l'atmosphère pour essayer de regarder des analogues de la circulation atmosphérique dans le passé et voir dans une configuration comme celle-là, est-ce qu'on avait de la pluie en France ou pas? Là, c'est ce qu'on appelle les analogues météorologiques. Quand les dépressions et les hautes pressions sont comme ça, est-ce que ça nous amène de la pluie ou pas en France? Et dans nos simulations, est-ce que c'est ça qu'on voit? Et dans ce cas-là, on fait une prévision plus à dire d'experts que quantitative en fait. Donc je pense qu'on continuera à jouer avec les deux dans le futur. Je ne sais pas si ça répond. Ouais. Bien, merci. Je vous propose, en tout cas merci pour ces échanges. Très intéressant. Merci pour les étudiants, les collègues aussi qui ont posé des questions. Voilà, donc riche échange, et puis merci aussi de nous avoir quelque part soufflé peut-être le thème de la prochaine leçon inaugurale, hein, problématique des ressources naturelles et de la perte de la biodiversité. On en reparlera. Donc pause déjeuner, on se retrouve, voilà, ça continue. Revenez à 13h30, à partir de 13h30 pour la troisième et dernière conférence avec Monsieur Zaka. À tout à l'heure.